Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, j'avais prévu de faire une vidéo sur la fabrication des arbres et d'utiliser l'appareil électrostatique. Manque de bol, c'est une très mauvaise idée parce qu'il fait de l'orage et que utiliser un appareil électrostatique pendant un temps orageux fait que c'est un peu le bordel. Les fibres volent partout, sauf à l'endroit où on veut qu'elles aillent. Donc, voilà, leçon numéro 1 du jour, ne pas utiliser un appareil électrostatique quand il fait de l'orage, parce que ça marche pas. En tout cas, ça marche pas bien. Voilà. Donc, du coup, je remettrai la vidéo que j'avais prévue et le tournage de la vidéo que j'avais prévu à un autre jour, quand il ne fera plus d'orage. Pour la même raison, pas de réalisation, pas d'usinage, pas de construction de l'infrastructure du réseau sur la voie 4 et 5, parce que, en temps d'orage, je ne fais pas fonctionner la CNC, logique. Donc du coup, je me retrouve un petit peu marron avec un planning qui a été un petit peu changé. Du coup, je voulais revenir sur quelques petits points et répondre à quelques petites questions qui avaient pu m'être posées par mail, donc sur l'adresse contact@wessenheim.fr ou dans les espaces commentaires des vidéos. Au sujet de la construction du réseau et vous parler un petit peu d'une problématique qui est arrivée récemment. Je vais en revenir dessus assez dans quelques instants. Donc la première question qui m'a été posée, c'est sur la construction de l'infrastructure, en fait, de la voie 4, de la voie 5, pardon, et de la voie 6. Alors, cette infrastructure, elle a été conçue sur un réseau qui a énormément changé par rapport au départ. Depuis que je suis arrivé dans la maison, il y a eu une redéfinition du réseau de Wessenheim à partir d'une base de travail qui était un TCO sur train contrôleur. Et toute la difficulté a été de transformer ce TCO, c'est-à-dire ses capacités de jeu et de mouvement de train sur un modèle réel qui se trouve derrière moi. Donc cette difficulté-là, elle a posé quelques défis techniques qui ont été mis en forme, notamment grâce à la CNC, parce que si j'avais pas eu CNC, clairement, j'aurais pas pu faire ce qui est là, en fait, directement là. Et bien évidemment, la voie 5 et la voie 6 qui arrivent sur la gare, tous ces modules-là qui sont assemblés pour former un ensemble cohérent, complet et solide, n'aurait pas pu être fait sans une CNC. Donc ça, c'est sûr que je bénéficie du matériel professionnel, enfin semi-professionnel, mais pour mon activité professionnelle, parce que je fais des médaillons, je fais des objets par ailleurs avec ça, donc du coup, j'ai pu utiliser ce matériel-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une conception qui est faite d'abord en CAO, donc du dessin. Ensuite, après, il y a des mesures qui sont faites in situ. Et ensuite, après, il y a la réalisation. Et ensuite, après, il y a la mise en place. Or, bien évidemment, je n'ai pas forcément la maîtrise au moment où je fais les conceptions de ces différents modules sur la façon dont ces modules vont venir se rattacher au-dessus de la rampe hélicoïdale. Parce que c'est un réseau qui se construit petit à petit et que je n'ai pas un plan d'ensemble de l'ossature du réseau. Donc ça fait partie des choses. Si je devais recommencer un réseau, je ne ferais pas du tout comme ça. Mais il se trouve que là, à l'heure actuelle, c'est comme ça que fonctionne la conception et la création et la réalisation du réseau. Donc là, actuellement, je fais face à des, entre guillemets, difficultés, même si je sais où je veux aller, et que maintenant, le plan de voie est définitif, il n'y aura pas de nouvelle révision du plan de voie. Je sais exactement ce que je veux, je sais exactement où sont les choses, j'ai fait mes repérages, mes pointages, etc. Mais il n'empêche que sur la mise en œuvre, il y a encore pas mal d'inconnus, notamment en ce qui concerne tout ce qui se passe en fait sur les 3 ou 4 mètres carrés au-dessus de la rampe nord, de l'hélice nord, parce qu'effectivement, il y a des endroits qui doivent être escamotables pour que moi je puisse passer pour pouvoir intervenir, parce que là je suis bien au-delà des 50 cm d'accès de mon bras, donc il y a forcément une trappe d'accès. Il y a des voies qui passent, il y a une gare marchandise, il y a des quais de gare, enfin bref, il y a toute une série de choses qui se trouvent au-dessus de cette rampe hélicoïdale. Et donc, du coup, il faut créer une ossature qui me permette et qui ne me bloque pas sur la réalisation future du décor et puis sur les maintenances, bien évidemment. Donc ça, c'est un petit côté un petit peu challenge parce qu'il faut d'abord mettre en place ce module qui va ceinturer, en fait,
et qui est au-dessus de l'hélice, et ensuite, après, commencer à voir les différentes ossatures qui viennent supporter ce machin, et qui vont ne pas m'empêcher, moi, de pouvoir intervenir dans cette espèce de trappe d'accès. Donc ça, c'est en cours. Maintenant, en ce qui concerne la réalisation, là, je pense que je vais bien avoir avancé et que à la fin du mois d'avril, les 2 voies qui partent de là et qui arrivent sur le module promontoire où se trouve la gare de Wissenheim seront finies, seront ferrées et on pourra commencer les joyeusetés du décor autour de ça. Mais ensuite, après, il y a l'autre partie qui est plus en amont, qui sont les 4 autres voies, plus les 5 autres voies, pardon, des quais de gare, qui là vont nécessiter une autre ossature, etc. Là, pour l'instant, au niveau de mon planning prévisionnel, c'est-à-dire à faire rouler l'intégralité des trains sur les réseaux, en théorie, je suis encore bon sur mon planning par rapport au mois, ce que j'ai prévu, c'est-à-dire le mois de décembre. Par contre, j'ai un écueil qui est arrivé il y a 15 jours maintenant, ou une semaine, enfin, la semaine dernière, je crois, qui est la problématique de la topologie lens. Il y a un problème avec la LZV200. Apparemment, la LZV200 a une fragilité avec son interface USB. Alors, moi, j'ai fait un petit peu un audit de ce qui s'était passé pour essayer de trouver l'origine de la panne, puisque le bus RS est mort, donc ça, j'en suis certain. J'attends d'avoir le retour d'expertise de la part de Lens, mais pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a vraiment eu un problème sur le bus RS. Donc, du coup, j'ai essayé, moi, de voir si si j'avais fait une connerie sur le câblage, parce que ça peut toujours arriver, un court-circuit sur le câblage. Non, il y a pas de problème sur le câblage. Le câblage est complètement maîtrisé, il n'y a aucun problème. Donc je me suis dit, il y a peut-être un problème sur les modules. Comme majoritairement ce sont des modules de LDT, je me suis dit, il y a peut-être un problème sur les modules. Alors, il y a un problème sur les modules, oui et non. Non, parce que les modules sont tous fonctionnels. Oui, parce que ces modules sont de la merde. Voilà, je le dis clairement. Je ne suis pas du tout content de ces modules LDT. Et je suis tellement pas content que j'en ai parlé avec Sébastien de chez Ultimate Model assez longuement. Et on a convenu tous les deux que ces modules avaient été conçus de façon totalement débile. Et notamment sur leur mode d'alimentation qui sont alimentés en 14-18 volts alternatifs, alors que on aurait pu très bien, enfin LDT aurait pu très bien à l'époque le concevoir avec un étage à découpage, filtrage, lissage et un disjoncteur pour éviter justement des surtensions, et que là on a vraiment une électronique complètement débile avec un étage de 4 transistors, enfin bon, même pas un pont de diode, enfin rien, c'est ni fait ni à faire cette affaire. Donc moi il me reste 10 modules à acheter. Entre-temps, Lens s'est réveillé et a fourni un nouveau module qui s'appelle le LRB08, qui est un module de rétrosignalisation qui remplace le LR101 et les LB50. Et les LB100. Enfin, tout le machin avec les petites cartes filles, c'était un bordel monstrueux qui coûtait une fortune. Pour le même prix que les RS8 montés. Donc là, bon, évidemment, on ne fait plus le montage soi-même, mais voilà. Le problème de ça, c'est que ils sont mignons chez Lens. Ce nouveau module de rétrosignalisation qui fonctionne avec microcontrôleur, qui est beaucoup plus moderne, entre guillemets, d'un point de vue technique par rapport au RS8 de LDT, est auto-alimenté sur le bus JK. Et ça, c'est une connerie, parce que le courant digital, donc qui sort de votre centrale, c'est un courant, et donc la tension, enfin ce courant digital, c'est un courant qui coûte très cher. Il coûte très cher parce que quand vous avez dans la centrale disponible, dans le meilleur des cas, 5 ampères.
Et quand vous avez une cascade d'appareils qui est branchée directement sur le courant digital pour s'auto-alimenter, ils vont donc prendre sur ce courant digital des ampères ou des milliampères qui sont précieux pour l'alimentation des trains. Donc ça veut dire que ça va vous obliger à utiliser plus de boosters. Donc c'est débile. Je veux dire, à un moment donné, c'est une solution technique qui est complètement connard. Parce que justement, ce courant digital est un courant très précieux qu'il faut essayer d'économiser au maximum. Donc venir brancher, c'est exactement la même chose que pour les effecteurs de commande d'aiguille. On peut le brancher directement sur le courant digital et pas se faire chier avec un bus d'alimentation 18 volts ou 12 volts, 14 volts, courant continu, courant alternate, peu importe. On peut directement le brancher sur le courant digital, mais sauf que quand on sait l'appel de courant que va provoquer ces modules de commutation sur le bus digital, c'est sacrifier de la possibilité d'alimenter des locomotives avec un bus digital qui coûte très cher, parce qu'une centrale, ça coûte cher, un booster, ça coûte cher. Donc du coup, je me retrouve moi avec possibilité numéro 1, je me dis, bon, c'est pas grave, au lieu d'utiliser l'interface USB de la LZV200, j'utilise cette interface USB mobile qui est donc le 2350, la référence 2350, qui marche très bien et que j'utilisais avec la LZV100 pour 30 contrôleurs. Et donc dans ce cas-là, l'interface USB de la LZV200, je l'utilise pas. Et donc ça, c'est la première solution. Et ensuite, pour les modules de rétrosignalisation, j'achète mes 10 modules de chez LDT et puis je suce mon pouce en lui mettant, en les nourrissant avec un courant stabilisé alternatif 18 volts, mais tout seul, c'est-à-dire que tout le rack sera alimenté que par le transphotonique et rien d'autre. Soit je décide de me dire, je continue ma rétrosignalisation, mais cette fois-ci avec des modules LRB08 de chez Lenz, mais je sacrifie 1 ampère. Alors en plus, je ne sais même pas combien ils consomment ces conneries. Mais je sacrifie du courant digital de la centrale et je me mets un booster supplémentaire, parce que la centrale, elle pourra pas à la fois alimenter les LRB08 nouveaux et les trains du niveau 0 et de la gare cachée du niveau 2. Donc du coup, un nouveau booster, donc un surcoût booster. Ou alors, je me dis, j'enlève tout. J'enlève tout. Je prends... je sais pas ce que je fais avec, après je le revendrai, etc. Peu importe. Mais je pars sur une nouvelle topologie digitale plus moderne, avec 2 bus, qui sont 2 bus actuels, plus modernes, qui sont le bus CAN et le bus Loconet. Et donc là, pour ça, il y a 2 choix. Il y a la DigiCase DR5000 d'un côté, et il y a la Z21 de l'autre. Le problème, c'est Train Controller. Train Controller gère très bien la Z21, il n'y a pas de problème. DigiCase, par contre, c'est plus compliqué. Ensuite, DigiCase, c'est une centrale multiprotocole qui coûte pas très cher, qui est multiprotocole, donc elle a le Buscan, elle a le Loconet, elle a le S88, qui est une espèce de daube infâme, mais bon, bref. Mais le problème, c'est que son interface software, c'est de la merde. Et là, j'en ai parlé pas mal avec Sébastien de la société Ultimate Model. D'ailleurs, je vais vous remettre les codes réduction pour les Perfect Coach en description. Mais c'est de la merde. La gestion software de la DR5000, c'est de la merde. C'est mal conçu, c'est abscon, c'est pas du tout dans les standards actuels de look and feel de gestion, donc effectivement, c'est chier. Alors ensuite, après, c'est vrai que là, on arrive sur une considération et une problématique qui est la technologie digitale. La technologie digitale, c'est une technologie qui a été conçue dans les années 80, avec des composants des années 80, et avec des absurdités au niveau du standard défini par la NMRA, par Lenz, et par les gros acteurs du digital, qui fait qu'on n'est plus du tout
en phase, en fait, avec les capacités technologiques à la fois des microcontrôleurs et de ce que nous permettrait la technologie informatisée et la MFAO à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'on est obligé de se trimballer des normes et des protocoles qui sont vieillissants. Alors, c'est pour ça que je vous parlais du Buscan, parce que j'en avais parlé pas mal avec Sébastien. Moi, j'avais pas d'avis là-dessus, et lui est beaucoup plus au fait, parce que c'est son boulot, sur ces technologies-là. Et effectivement, il m'a dit, dans l'idéal, il faudrait que tu passes tout en Buscan, en rétrosignalisation sur Buscan. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de fabricants qui se sont mis sur ces nouvelles technologies, parce que les mecs, ils vivent avec leurs acquis. C'est le cas de Lens, qui a pondu son protocole il y a pratiquement 30 ans, et depuis, voilà. En plus, LDT a été revendu à une autre boîte, et ils n'ont pas du tout fait évoluer leur module externe, et on est sur de l'électronique des années 90, hein, clairement. Donc, voire des années 80, avec des gens qui ont appris l'électronique dans les années 70. Donc du coup, effectivement, moi je me pose cette question-là parce que un réseau comme Wessenheim est conçu pour être géré par la MFAO. Et si mon intermédiaire, c'est-à-dire ma centrale, rentre chez sa mère dès que j'ai un court-circuit sur un port USB qui me provoque la mise en rade de la rétrosignalisation, parce que la centrale, elle fonctionnait. C'est-à-dire que l'aspect commande fonctionnait, mais l'aspect rétrosignalisation était mort. Alors, soit il y a eu un court-circuit sur la rétrosignalisation, mais moi j'ai vérifié tous mes câblages, il n'y en avait pas. Donc, je dirais à un moment donné, il n'y avait même pas de courant induit ou quoi que ce soit dans mes bus torsadés RS. En plus, le protocole RS est basé sur un protocole série industriel qui est fait pour ça, donc qui est fait pour de l'automatisme. Donc, voilà, les cartes RS8, elles fonctionnent. Donc elles sont fonctionnelles, hein, elles marchent très bien. Hein. Elles sont simplement débiles dans leur conception, mais ça c'est autre chose. Et donc c'est vrai que moi je me retrouve avec ce problème, c'est-à-dire que soit effectivement je continue avec la RS, avec la rétrosignalisation RS et avec les cartes de LDT, pardon. Soit je me dis bon, je joue la sécurité, je prends du matériel Lens, mais dans ce cas-là je sacrifie ma centrale pour alimenter ma centrale ou un booster dédié, enfin, une zone d'alimentation de courant digital pour alimenter les 10 modules restants, et puis je garde les modules LDT qui sont déjà installés. Soit je décide de vendre tous mes modules LDT et de tout passer en Lens. Et donc dans ce cas-là, je reste complètement sur la topologie Lens, et puis je reste captif de ça, et puis il n'y a pas d'évolution possible, et puis c'est marre. Soit je me dis, tout ça, je l'enlève du réseau, et je passe sur du Buscan, c'est-à-dire de la topologie Z21 de Rocco, qui fonctionne très très bien, mais qui coûte la peau du derche. Parce que un module de rétrosignalisation chez Rocco, c'est 114 €. Et là, moi, j'en ai besoin de 14. Donc, sans parler du coût de la centrale qu'il faut racheter. Voilà. Donc, voilà. C'est mon problème un petit peu cornélien. J'ai pas encore pris de décision. J'en ai parlé longuement avec Sébastien de chez Ultimate Model, qui lui-même n'avait pas de réponse à me donner. Si ce n'est qu'effectivement, c'est la merde. Il existe des choses qui peuvent être utilisées sur le bus Loconet, par exemple, un mec qui fait des trucs sur base de Arduino, Uno, etc. Mais moi, je suis pas fan. Je suis pas fan. C'est pas que mais j'aime bien les trucs intégrés, broadcast. Sur un réseau aussi complexe, j'ai pas envie de commencer autant souder des cartes RS8, ça me posait pas de problème parce que bon, c'est à ma portée. Autant commencer à me lancer dans des machins, dans des bidouillages comme ça. J'ai envie que ça fonctionne, quoi. J'ai pas envie de me prendre la tête, et
je me prends déjà suffisamment la tête sur la construction du réseau, la construction du décor, etc. Si je dois en plus me prendre la tête à tester, mettre en place des solutions qui sont pas professionnelles, et je le dis pas de façon péjorative, hein, mais c'est simplement que, voilà, moi j'en suis arrivé à un point où je veux que mon électronique, ce soit des boîtiers, je les branche, ça marche. Voilà. C'est con, hein, mais enfin voilà, c'est une position. Si j'avais un petit diorama, machin, je m'amuserais avec de l'Arduino, je m'amuserais avec des choses comme ça, mais là, non, là j'ai 280 mètres de voie, 78 crantons, 96 aiguilles, et à un moment donné, faut rationaliser les trucs et faire en sorte que ça fonctionne, parce que je ne peux pas passer mon temps à devoir régler les problèmes techniques. Déjà, je vais avoir des problèmes de roulement, je vais avoir des problèmes de maintien d'un réseau important, parce que je vais avoir beaucoup de trains qui circulent, je vais avoir du matériel roulant, etc. Si en plus je dois me prendre la tête parce que j'ai un court-circuit qui me flingue la centrale à cause d'un protocole USB merdique ou je sais pas, ou d'un pet de soleil, non, je peux pas. Donc à un moment donné, voilà, ça c'est un peu la réflexion que j'ai en ce moment. J'ai pas tranché. Si vous avez, vous, des avis, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, ça m'intéresse, hein. Moi, je suis ouvert à toute discussion. J'ai été un peu méchant avec les cartes RS8, parce que d'un point de vue électronique, c'est débile, mais ça fonctionne, hein. Je veux dire, les cartes sont fonctionnelles, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je suis quand même sur un poste de dépense en ce qui concerne la topologie numérique qui est quand même conséquent. Si je dois reprendre la totalité des achats de commandes, alors pas des effecteurs d'aiguillage, parce que ça je peux garder les SADC, il n'y a pas de problème, hein. Ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. Puis c'est indépendant de la centrale, c'est de toute façon piloté par les ordres de commande arrivent de toute façon par JK, donc par le bus digital JK chez Lens. Donc si je mets ça chez Roku, c'est pareil, ça n'a aucune importance. C'est du courant, c'est de l'impulsion digitale, c'est compatible norme NMRA, donc tous les boîtiers de commande d'aiguillage, tous les comment s'appelle, les Cobalt sont intégralement compatibles sans aucun problème. Donc pour tout ce qui est infrastructure de commutation, ça, pas de problème. Non, ce qui est en fait l'épine dans le pied, c'est la rétrosignalisation. Et donc la rétrosignalisation, bah voilà, elle dépend de la centrale. Et il n'y a pas de compatibilité directe. En tout cas, j'ai pas trouvé de documentation qui me donnait de la compatibilité entre le Airbus de Roku et le RS de Lens. Alors, je sais que la Z21 a été fabriquée par Lens. Je sais que les souris rouges, là, la première génération du le Digital is Cool et Rocomotion, etc., a été conçue par Lens. Mais par contre, je n'ai aucune doc technique qui me permette de dire qu'il y a une compatibilité parfaite entre le Airbus qui se trouve sur la centrale Z21, puisqu'elle est multiprotocole, la centrale Z21, et le RS de Lens. Donc, si on me dit, bah, il n'y a pas de problème, tu branches ton Airbus et ton RS, c'est la même chose, c'est kiff bourricot, là, je me pose pas de problème. Je peux me dire, bah, c'est pas grave, je vais avoir une partie de ma rétrosignalisation qui sera en RS bus branché sur du Airbus et une partie en CAN bus branchée sur la Z21. Donc ça m'enlève une épine d'une pied. Mais Sébastien, pardon, qui est quand même très au fait de la technologie numérique, a été incapable de me dire, parce que lui-même ne le sait pas, ce qui d'ailleurs moi m'a mis un petit peu dans l'embarras, parce que du coup, bah, pas de réponse. Ces espèces de bip de constructeurs font des protocoles fermés, c'est pour ça que le BusCAN est beaucoup plus intéressant, c'est que c'est un protocole ouvert, mais les protocoles fermés et les protocoles propriétaires sont par définition fermés et propriétaires, et donc du coup pour avoir les informations techniques, ne serait-ce même des informations qui transitent sur ces bus, parce que les bus c'est une chose, c'est des fils,
pas très compliqué. Par contre, les informations qui transitent sur ces bus et la façon dont les informations sont traitées par les centrales numériques, ça, c'est un autre délire. Et là, effectivement, il y a une inconnue. En tout cas, moi, à l'heure actuelle, j'ai pas ces connaissances-là. Et donc, je me retrouve un peu le cul entre deux chaises. Voilà. Donc, c'est vrai que là, c'est un peu le bordel, pour rien vous cacher. Ça fait, vous avez pu le comprendre, parce que ça fait quand même déjà 20 minutes que je parle de ça. Et c'est vrai que j'ai pas encore finalement tranché sur la décision que je vais prendre, mais ça me pose un vrai problème. Parce que train contrôleur, il est hors de question que je le change. J'ai enfin ma licence, donc maintenant, je travaillais sur une version de démonstration, maintenant j'ai ma licence. Donc la licence, et voilà. Il y a plein de possibilités de plateformes multiprotocoles. Voilà. Donc voilà, les différentes possibilités sont là. J'ai pas encore tranché, mais il va falloir que je tranche assez rapidement si je veux que le réseau soit opérationnel. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu une vidéo de réflexion pour vous faire un petit peu un état des lieux sur ce point-là délicat, plus qu'une vidéo de réalisation, parce qu'effectivement, c'est une problématique que tout le monde peut rencontrer quand on commence dans le digital, ou même quand on hérite d'une infrastructure et qu'on doit la faire pérenniser. Il se peut très bien que mon problème soit lié à un mauvais numéro de centrale et que quand ils vont m'en renvoyer une où celle-là dépannée, le problème soit réglé et je n'ai plus jamais ce problème. Ma cote de confiance en Lens n'est pas totalement ébréchée, mais c'est l'évolution future du réseau qui pose question, l'informatisation du réseau qui pose question, et c'est la fiabilité du réseau qui pose question. Donc du coup, je suis un peu dans l'embarras, et donc je voulais communiquer avec vous à ce sujet. Si vous avez des avis, je les prends. N'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à nous mettre un petit pouce vers le haut. Ça nous aide pour le référencement de la chaîne. Ça nous fait plaisir et ça permet aussi aux algorithmes de YouTube de mettre en avant les contenus de la chaîne et ça me fait très très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos chaque jour et ça m'encourage donc à continuer dans cette voie. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.